New York. Face à Central Park, sur la 5e avenue, se trouve un des bâtiments les plus étranges construits au XXe siècle. Certains y voient une soucoupe volante, d'autres de la géométrie pure. C'est un musée d'art contemporain, le musée Guggenheim, le dernier chef-d'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright. On le visite aujourd'hui autant pour ses collections et ses expositions que pour cette architecture unique en forme de spirale, d'où Wright a exclu tout mur à angle droit, car pour lui l'angle droit n'était qu'une contrainte imposée aux architectes par les charpentiers. I gotta go off the crowd too. En mars 2005, l'angle droit fait brutalement irruption sous la grande coupole de ce temple de l'architecture américaine. Chaque nuit, après le départ des derniers visiteurs, le musée livrait à une dizaine d'ouvriers du bâtiment spécialisés dans la construction des gratte-ciels. Ils montent un échafaudage de 30 mètres de haut, l'ossature de la pièce principale d'une exposition exceptionnelle que le Guggenheim consacre à l'artiste français Daniel Buren. C'est une première. Des œuvres de Buren ont déjà été montrées ici, mais seulement dans des expositions collectives. Aujourd'hui, le Guggenheim l'invite à exposer seul, lui donnant carte blanche et le bâtiment entier pour y créer à sa guise. So the total is twice 59, twice 68, etc. There are bands of metal between. Yes, but okay. I mean, anyhow, we can always cut a little bigger. Thanks a lot. Okay. Thank you. I have to do it in centimeters now. Pour quelqu'un comme moi qui aime travailler dans l'espace et essayer de sortir des choses de cet espace, d'un espace, je veux dire, c'est un endroit absolument fabuleux. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités qui sont toutes différentes les unes des autres. Il y a une façon inouïe de pouvoir jouer avec ce bâtiment. Tout. On peut penser à des choses extrêmement colorées, d'autres très linéaires. Tout est possible. On peut construire, on peut faire des choses légères. Enfin, il y a beaucoup d'ouverture. Buren n'a jamais eu d'atelier. Il crée ses œuvres dans les lieux mêmes où elles vont être exposées. Au Guggenheim, ce travail de création et d'installation va durer 4 semaines. Comme la plupart des œuvres de Buren, celles-ci n'existeront que le temps de l'exposition. À la fin, elles seront détruites. Temps, lieu et œuvre sont indissolublement liés dans ce que Buren appelle le travail in situ, le travail sur place. Il a commencé à le pratiquer dans la rue dans les années 60 en collant ses fameuses rayures, toujours de la même largeur, sur toutes sortes de supports. Les rayures ne sont pas une signature, mais un signe. Un dispositif visuel qui, par sa seule présence, permet de voir autrement les objets et les lieux familiers. C'est un travail simple d'apparence, souvent ludique. On aurait presque envie de dire bon enfant.
Pourtant, il fait scandale. Tout le monde se souvient des polémiques qui ont entouré les colonnes du Palais Royal à Paris. Mais qu'ont-elles donc ces chastes rayures pour exciter à ce point les bien-pensants ? L'art de la rayure est un art de précision. Dans l'espace du Guggenheim, sans horizontale ni verticale auquel se raccrocher, l'exactitude de l'alignement et la justesse de l'aplomb deviennent un véritable casse-tête. Les rayures sont posées une à une tout au long des 400 mètres de rampe, que depuis un demi-siècle on repeint religieusement dans l'exacte nuance de blanc voulue par Wright. Point over there, and we keep checking that distance. It's not a flat surface. You like the stripes? You mean this? Yeah. Great. Yeah, they're cool. Great color. Well, I only saw black and white copies of your conception, and I was really shocked to see green. I was like, I changed 2 months ago. really? Well, it's very nice. It's very beautiful. I thought it was too much expected, even for me. And I think to add a touch of color with that, it's. I think it's a little more getting. I don't know why, because I cannot explain, but I think the black will be too much expected, like, you know, you do a drawing and it's black and white, Yes, yes, and it's close to a drawing. yes. So here with all this atmosphere, which is really white and full of light, I think then the color, not every color, but the color like that might jump pretty well. It will jump. I think you're correct. I think it really will jump. Wright comparait à une morgue le musée traditionnel et ses salles sagement alignées. Au Guggenheim, les tableaux sont exposés le long de la spirale, en une seule et unique salle qui monte du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. On dit que l'architecte avait d'abord conçu cette rampe pour un projet de parking. Lui-même y voyait un tourbillon de peinture et d'architecture mêlée qui devait emporter le visiteur. À l'époque, le tourbillon déclenche la polémique. Des peintres connus déclarent la rampe complètement inadaptée à l'exposition de tableaux dont le format est rectangulaire par tradition. Dans sa réponse qu'il envoie par télégramme, Wright les invite à renoncer à la routine et à peindre en toute liberté des tableaux triangulaires ou ovales. Et à ceux qui lui reprochent le plafond trop bas pour les grands formats, il suggère aimablement de couper les œuvres en deux. Au-delà de la boutade, l'architecture règne ici en maître. La spirale de Wright rejette la peinture à la périphérie à la manière d'une centrifugeuse, tandis que le centre, dont les œuvres sont exclues, ne donne à voir rien d'autre que l'architecture elle-même. En 1971, le centre du musée engendre une nouvelle polémique. Un jeune Français peu connu, invité à une exposition collective d'art contemporain, envahit pour la première fois cet espace sacré en y suspendant une toile de 20 mètres sur 10. Un grand pied de nez vertical et rayé, intitulé « Comble de provocation », peinture-sculpture. Il s'appelle Daniel Buren. Son œuvre suscite l'indignation de quelques grands noms de l'art américain qui exigent qu'elle soit retirée. 2 heures avant le vernissage, alors que Buren est retourné à son hôtel pour se changer, ils obtiennent gain de cause. La toile est décrochée et rangée dans des sacs poubelles, d'où elle n'est plus ressortie depuis. It's in better condition than the people that threw you out. Le fait même que pour le dénigrer, ils ont appelé ça banner, donc draperie ou drapeau, prouve bien qu'ils n'acceptaient pas que ce soit une œuvre d'art. C'était inacceptable d'avoir quelque chose d'aussi mauvais prenant autant de place.
Et à partir du moment où la censure disait « rendez-vous compte, une draperie, c'est-à-dire rien, qui vient boucher le musée et qu'on prend seulement les chiffres 20 mètres sur 10, tout le monde imagine un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Donc ça veut dire que tout était obstrué, qu'on ne voyait plus rien, etc. Tout autant de choses qui étaient fausses. Donc la censure gagne parce qu'elle empêche de montrer ce qui était intéressant dans cette pièce. Or ici, on est dans un musée et dans une architecture très 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 spéciale et qui est formidable pour ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai descendu ma peinture-sculpture dans le centre du Guggenheim, on a effectivement, pour la plupart des photos, cette espèce de grand tissu qui faisait 20 mètres sur 10, qui est là et qui prend le centre, qui d'ailleurs ne prend pas une énormité de place, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'était en proportion. Mais qu'est-ce qui se passe, puisqu'on n'est jamais statique dans ce musée, qu'on ne regarde jamais rien sans bouger? C'est que dès qu'on est dans la rampe, on tourne, et on se retrouve à un moment donné extrême sur le fil. Et sur le fil, tout l'espace est de nouveau redécouvert sans interruption, et on continue de tourner, et on revient plus ou moins dans les trois quarts, puis sur la face, etc., au fur et à mesure des rampes. Tout ça sans aucune manipulation, sans une complication avec des moteurs ou je ne sais quoi. C'est le spectateur qui fait son cadre et qui ici est obligé, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir le musée que de prendre la rampe et la monter ou la descendre. Donc, on a une énorme pièce en soi, mais une pièce tout à fait dans l'échelle par rapport à l'espace, mais cette échelle qui est automatiquement assez grande est aussi, à la limite, rien du tout. Pour son retour, 34 ans plus tard, Buren a décidé de ne rien exposer dans la Grande Spirale. C'est un événement inédit dans l'histoire de Guggenheim. Aucune œuvre ne sera accrochée sur cette simèse que Wright a voulu incliner comme un chevalet de peintre. Buren veut travailler sur le bâtiment nu, sa lumière, ses espaces, ses courbes. Pour cela, il choisit, comme en 1971, d'en occuper le centre, ce centre autour duquel tout tourne ici, l'espace aussi bien que les polémiques, et qui a donné à l'ensemble de l'exposition son titre, « Dans l'œil du cyclone ». Well, I like The Eye of the Storm very much. The original title Danielle proposed was Iceberg. And I hated that because I could imagine the New York Times review where they talked about the Titanic and the project that sunk the museum or something like that if it didn't succeed. So I said very quickly, let's not use that title. Then The Eye of the Storm came. And I liked The Eye of the Storm because I thought it had lots of associations. And I thought we were set, finished. Everybody liked it. Then comes Around the Corner. And I thought, no, that is boring. That is really boring. But Danielle felt like he wanted to hold on to that idea. So that's where we came with the idea of naming the whole project, the show, The Eye of the Storm, and the piece itself, Around the Corner. I didn't see everything as necessarily separate pieces. I saw it as sort of one entity, but I think it adds a slight layer of confusion, but maybe it's a layer of complexity that people will like. There's all of these sort of double entendres embedded in each title in the work itself, so why not? Au coin de la rue. Au coin de la rue orthogonale de New York surgit subitement le seul bâtiment courbe de la ville. Dans les années 90, quand on lui propose de revenir au Guggenheim,
Buren s'intéresse d'abord à l'extérieur du bâtiment qui contredit la trame rectiligne de New York. D'où l'idée de ramener le musée à l'ordre, en l'enfermant dans un grand cube, tantôt aligné sur le tracé des rues, tantôt volontairement désaxé. Mais dans ses projets, la relation entre les courbes et le cube n'est visible qu'en vue aérienne. Buren dématérialise alors le cube dont il ne garde que les arêtes, une simple cage. Et du coup, c'est le cube qui n'est plus assez lisible, d'autant que la présence de bâtiments mitoyens empêcherait de le constituer complètement. Buren revient alors à l'intérieur. Le grand cube encadrant le musée fait place à un cube plus petit enfermé dans la spirale. S'il avait été construit, ce cube aurait totalement caché aux visiteurs le mouvement de la spirale. Mais Buren a l'idée de le déplacer vers le centre du bâtiment. Le cube se retrouve ainsi à cheval entre le musée et la rue, et l'espace intérieur dont il n'occupe plus que le quart est à nouveau découvert. En l'an 2000, ce projet est accepté par Thomas Krenz, le directeur du musée. Mais survient le 11 septembre 2001. La ville est traumatisée, obsédée de sécurité. Il n'est plus imaginable d'obtenir l'autorisation de construire une telle pièce sur la voie publique. Buren supprime alors toute la partie extérieure de la construction. Du grand cube ne reste que la partie à l'intérieur du musée, un angle droit fait d'un échafaudage métallique, comme on en voit partout en ville, recouvert de miroirs. Il semble faire irruption dans le musée, comme l'étrave d'un navire, ou une de ces tours de verre qui peuplent la rue new-yorkaise. De l'autre côté des miroirs, l'échafaudage est laissé à nu. En entrant dans le musée, c'est la première chose que verront les visiteurs. Lorsqu'on va entrer dans le musée, on n'a plus de musée. Donc là, d'une certaine façon, la disparition ou l'invisibilité ne joue pas sur, comme tout à l'heure, une pièce qui vient et qui s'en va, ou qui apparaît fortement et qui disparaît fortement, mais elle apparaît sur le fait qu'on entre dans le musée et le musée a disparu. On se retrouve dans une cheminée ou dans une grande cage ou dans une grande maison avec un plafond très très haut. Et le musée, ou la grande partie du musée, et surtout ce qui est le plus fort dans ce musée, c'est-à-dire la coupole, la spirale qui tourne et qui nous entraîne dans ce tourbillon, tout ça a disparu. Et puis on entre, et là on va découvrir quelque chose qui ressemble, alors beaucoup plus au musée qu'on connaît, mais qui va être perturbé par l'utilisation massive des miroirs en angle droit. Il va y avoir un déséquilibre du musée, il va y avoir un questionnement sur cette architecture qui ne va pas seulement être de la réflexion. Ça ne va pas seulement être une espèce de symétrie plus ou moins narcissique. Je pense que ça va perturber complètement la spirale. Elle va se développer d'une autre façon, elle va être contrecarrée et en même temps elle va se développer autrement. Alors ça, avant de l'avoir vu, je dirais que c'est ça que j'aimerais bien qu'il se passe. Quand je l'aurai vu, peut-être que là, je déchanterai si ça ne marche pas aussi bien que ça. « 12 tonnes de miroirs fabriqués sur mesure pour la pièce. 180 panneaux à monter nuit après nuit. Tout le monde sur le chantier y va de sa plaisanterie. Combien font 180 x 7 7 pour les 7 ans de malheur promis en cas de casse. Le matériau fait peur. Il est à la fois fragile et dangereux. Le montage est particulièrement délicat. Les miroirs ne peuvent pas reposer directement les uns sur les autres, leur poids les ferait éclater. Il faut donc maintenir un interstice qui doit rester constant pour la beauté de la pièce, et cela sur une trentaine de mètres de haut.
L'ajustement se fait côté échafaudage, à coups de marteau et au millimètre. This is a little bigger than this one, but I think we can leave it like that. It doesn't really kill even the image, but you know, it's a little difference. Very not big, but this is a little larger than here. Mike, are you still in there? Terry. This one, but it's looking okay. It just seems to be a little like that. It's possible. Which one? The last one. The last one? two one seems to be a little bit. Raise it that way. It's a little bit like that. This one here? Yeah. It's a little bit too narrow compared to the bottom. But this one is much better. Now, what he's saying is that the top two panels, they're a little bit that way, the gap. The gap is big, right? Yeah, the gap up top is. It's smaller than down. No, you cannot. Okay, so leave it like that. The angle is much better. The crucial point of the full construction, even from the ramp, is the angle. So let's say if we have a very visible mistake there, it's much more dramatic than to have even what I show you here. I don't really care. I mean, I see it today because I have only 3 glasses. When you will have the 20 glasses, no one will see that this line is a little like that, unless all the glasses goes like that. But as far as you always take back the glass to the most horizontal, vertically situation, I don't really care. But here, it's much, much more visible because you have one line. And so if that line goes like that or like that, we have a problem. And I think because you don't have perfect glasses, Hopefully then these ones are better, hopefully. that will be great. As we said, I think you should take the best possible for the angle. Quand on travaille avec les miroirs, en fin de compte, les surprises sont absolument toujours au rendez-vous. On a toujours des choses qu'on n'attendait pas, une vision de quelque chose qui est pas prévu, qui vient se projeter sur les yeux. Et ça, je trouve que c'est évidemment très intéressant parce que la chose n'est pas complètement... elle ne peut pas être dessinée à l'avance, elle ne peut pas être préconçue. J'ai commencé par l'utiliser de façon tout à fait impromptue dans des lieux qui avaient des miroirs. Et c'est peut-être d'ailleurs comme ça que j'ai vu comment c'était intéressant. Et puis, j'ai très vite utilisé en remplaçant les bandes colorées par des miroirs. Et puis ensuite, j'ai développé, disons, un peu le matériau lui-même, pas forcément d'ailleurs rayé, mais montrant des choses rayées, etc., quand c'était nécessaire. Ça, depuis le tout début, je peux dire, des années 70. Donc ça fait assez longtemps que je travaille avec et que je joue avec et que je continue de m'amuser avec.
J'aime l'employer comme un troisième œil. Un petit peu comme ce que tout le monde a expérimenté tous les jours dans sa vie en conduisant une voiture. C'est-à-dire qu'on voit très bien en face et on voit très bien ce qui se passe derrière, sans parler de ce qu'on voit et aussi sur les côtés en regardant les autres rétroviseurs. Mais en tout cas, celui qui est sous l'œil et celui qui est la glace du pare-brise, tout ça, c'est d'un seul coup, grâce au miroir, la possibilité de voir évidemment devant, derrière. Alors il y a déjà cette façon de voir de face et voir de dos en même temps. Et ensuite, il y a de voir des choses qu'on ne verrait pas sans le miroir. Ou alors il faudrait monter sur une échelle, il faudrait descendre dans un trou, il faudrait faire 2-3 mouvements que le miroir permet d'économiser à un seul. Enfin, selon comme il est posé. Et la deuxième chose qui m'intéresse avec le miroir, c'est que le miroir attrapant tout, c'est une couleur. Et donc c'est une couleur qui est imprévisible, parce que dès qu'on bouge, la couleur que le miroir va prendre change. The cost. Oh, the cost. The cost of this project. On a personal level, what has this project cost me? I assume you mean economic. For the around the corner installation, just for that portion of the Eye of the Storm exhibition, we are topping out well over $750,000. It's not unheard of for an exhibition with a major artist to spend that much on an installation or an exhibition. That's for the entire exhibition. Now we are spending upwards of that number for one object, albeit a very large object, but it's one object. Let's not lose sight of that. What a bold maneuver. Very bold. Both in terms of the institution, I have to salute their bravery. But in terms of the artist, Danielle, what a bold move. L'endroit crucial de la pièce, qui est évidemment l'angle à 90 degrés. Quand on se met là et qu'on va regarder l'ensemble et éventuellement voir ce que ça donne avec l'architecture en étant au ras du sol, enfin les pieds sur le sol, on ne se verra pas. On pourra voir vraiment l'architecture avec sa complexité un peu multipliée par le miroir, sans être dans l'image. Et maintenant, évidemment, étant donné que tout est libre d'accès, la personne qui veut se refaire une beauté, il faut en profiter. You can see someone coming up the ramp one way, but then if you look into the mirror, they may be going another direction entirely. So it makes you a little, oh, this is very strange. What is happening? Where are they going?
which way are they going? And I think the public will, especially people who have not been to the Guggenheim before, will look in the mirrors and be, you know, little dizzy maybe even from seeing this. Dizzy? Well, you know, when you see things you don't expect, it works on your mind, I think, and this is probably what we'll have. It works on my mind. What does it do? Well, it makes you not sure exactly of what you're seeing or what you know, what is reality. It will change that for a lot of people, which will be interesting. Which is what the art should do, I think, is make you think about it and what is happening. All the guards will have to be on their mark every minute because you will see them everywhere. It's no hiding, no hiding. Ceux qui ont la nostalgie de la peinture pourront se consoler dans la High Gallery, une salle aux proportions étonnantes, destinée par Wright aux œuvres d'exception. Buren y montre 20 tableaux des années 60 et 70, accrochés de façon que leurs rayures respectives soient rigoureusement alignées. Les œuvres ici ne sont que les éléments d'un tout intitulé « Mur de peinture ». Ce mur occupe la 6 mètres du sol au plafond, comme c'était l'habitude dans les salons et les musées des beaux-arts autrefois. Dans le Guggenheim de Buren, c'est la seule installation qui rappelle une exposition au sens classique du terme. There are many risks involved in this exhibition. First and foremost is when you say Daniel Buren, most people have never heard of him. It's amazing to me, but he's just, as many projects as he's done in America, and you know he's done a considerable amount, and that's one of the things the catalog of our exhibition has set out to focus on because we feel that's important. He's still not widely known here. And he may be known by an inner circle, but because his art is ephemeral in a certain respect, it's very hard for people to point to something. So on that level, it's not like they're going to come because they know the name and they're curious to see what has he done next. It's also risky because it is an extremely long period of time that we have to mount the exhibition and take it down, which means given the nature of our building, there's nothing on view. Even though the experience of seeing this being built is something to see, if you're not advertising a specific show per se, it's hard to get people to come. So we have practically, 8 weeks without anything on view, given the putting up and taking down time. So that's risky. The next risk is that the museum is actually empty. The ramps, the bays, have nothing in them. So people come to the Guggenheim and they expect to see art on the walls, and it will be challenging to explain to them that they are seeing art, but it's not what people expect to see in an art museum. No, I can see we're going to need a lot more soap. Okay. You need to line this up with this line. Sur le chantier de la tour de miroir, les règlements de sécurité et les contrats d'assurance interdisent à Buren de participer directement au montage de la pièce. Dans la petite annexe, dont les fenêtres donnent sur la 5e avenue et sur Central Park, il peut enfin mettre la main à la pâte. I just don't have fingernails. Voilà.
Oh, isn't that nice? Perfect. Perfect. Okay. Cette installation s'appelle Couleur, rythme, transparence. Pour cette œuvre, Buren a apporté à New York ses propres matériaux, des gélatines de 5 couleurs différentes. Comme il lui en reste, il décide de s'en servir pour faire encore autre chose. Une improvisation sur la grande coupole de Wright. Plus il y a de couleurs, plus c'est risqué. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut pas les mettre, mais... Et là, je suis perdu. Ouais, c'est n'en manque un, là. Rouge, 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 rouge. Si par exemple tout ça était couvert, ce qui n'est pas impossible, ce serait une façon de colorer d'un seul coup tout le musée en jaune, en bleu, en rouge, etc. En laissant des espaces vides, c'est des morceaux de couleurs qui vont se projeter et non plus une ambiance colorée. Pour ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. C'est comme de la peinture sur le mur qui va bouger avec le soleil. Ou avec la terre, pour être plus précis. Évidemment, les projections du soleil ne vont pas partout ici. Mais c'est une façon de toucher une grande partie de l'espace sans y toucher. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant quand c'est possible. De pouvoir toucher un espace d'une façon complètement, je dirais, délicate, tellement délicat que si un nuage passe, il n'y a plus rien. Bon, ça va pas du tout. Donc, regarde mon bras. What's interesting about Daniel is so much of what he's doing evolves as the project itself takes shape, that he can't predict the outcome. Even talking to him until the moment where it's finished, there's no prediction about how it's going to work, if it's going to work. The more and more Daniel talked about the ifs, not, if what happens will happen, the way I hope it will happen. Everything was couched in a kind of subjectivity that was terrifying a little bit, because there were no guarantees here in the end that it would work the way he wanted it to work. And I've seen that process happen because as he spends time here and works day and night, and he's here both in the night when the crews are here and in the day as well, the whole enterprise changes a little bit. And the idea, for example, of the evolution of the gels on the dome is a new one that emerged a week ago. The idea of covering the top of the interior of the scaffolding was not originally part of the process, because at one point Daniel didn't want there to be a big difference between darkness and light, which is what he wants now. The stripes, the last time I remember the stripes, they were black. And all of a sudden they're green.
And it's the function. Now, that happened obviously before we started putting up the piece, but other changes to the concept and alterations are all being made as Daniel feels the experience of this piece and sees what's working and what's not. Bon, l'avantage de faire des projets, c'est qu'avant qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire, on peut faire absolument n'importe quoi. Même si parfois je me doute que c'est pas, que jamais ça va m'intéresser, je pense qu'il ne faut pas hésiter de le faire. Si ça reste, par exemple, je serais vraiment étonné. En attendant, je m'amuse bien. Pourquoi ça serait étonnant que ça reste? Je sais pas, parce qu'a priori, c'est beaucoup trop compliqué. Ça me semble être possible pour faire un autre travail que celui que je fais, en fait. Que celui que je fais ici. C'est quasiment une autre pièce, quoi. On dirait un coussin coréen. Incroyable. Exactement, un coussin coréen. Jaune. Rose. Il n'y a pas d'erreur, d'ailleurs, tout c'est assez drôle parce que comme c'est un nombre qui a un rythme, il y a 5 couleurs et il y a 12 planches, ça veut dire qu'évidemment, en faisant le remplissage en spirale A, B, C, D, E ou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, il y a des couleurs qui arrivent plus souvent que d'autres. Et finalement, je trouve que ça se balance de façon très intéressante. C'est à la fois systématique et en même temps le résultat paraît pas trop symétrique, et ça n'est pas symétrique d'ailleurs. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça devient quelque chose de tellement, sans doute, de tellement fort que, en dehors de ce que j'ai dit, technique, c'est-à-dire c'est 2 fois plus long, 2 fois plus cher, 2 fois plus de matériaux, c'est peut-être aussi 2 fois moins bien. Je pense qu'il faut mettre qu'une seule couleur, mais je vais faire des petits essais. Un petit essai. Difficile de faire plus minimal. Un carré et un rectangle. Un sur la vitre opaque, l'autre sur la vitre claire, pour mesurer la différence des effets de lumière, en direct et en réflexion. Told you it was tough. May not be able to break it. Get the sledgehammer out of the gray cabinet. Un autre essai, ce qu'on appelle un crash test, un test d'impact. Afterwards? Oh, it's gone. It's donated to the National Trust in terms of garbage. It will be fed into a truck and crushed and put back into the landscape. That's its fate.
It's a transient object, if one wishes to call a 7-story mirrored facade an object. But it's a transient element. It'll exist for a finite length of time, and in the end, it will disappear as if nothing ever happened in the first place. We've only put, I think, 12 holes in the building per ramp, so you only have 72 holes holding this entire structure in place. So the actual effect on the building is minimal as well. So in 4 months, you won't even know that this was ever in the Guggenheim Museum on Fifth Avenue. So very special moments in time and a short-lived existence for the mirrors, comparatively speaking. So this one had a shorter life. Une semaine avant l'ouverture de l'exposition, la pose des gélatines commence. Cette œuvre s'appelle The Rose Window, la rosace. Mais elle aurait pu aussi avoir un autre titre. Tout à l'heure, il y a une gardienne qui m'a abordé et qui m'a demandé si ce travail que j'étais en train de faire, c'était un cadélioscope, comme on le fait pour les enfants. Elle dit ça depuis que la verrière se fait, parce qu'avant, elle ne l'avait pas pensé une seconde. Et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai tout de suite dit et pensé, oui, elle a raison, il y a cette image qui apparaît que je n'avais pas vue avant. Et en plus, elle a ajouté, oui, mais c'est pas seulement l'image, c'est aussi le tube dans lequel on regarde, parce que l'angle, c'est le tube et on le voit se refléter. Et là, elle m'a vraiment pas surpris, mais elle m'a demandé, et vous l'avez fait exprès? Et j'ai dit non, pas du tout. Et j'étais un peu vexé parce qu'effectivement, après avoir pensé à tout ce que pouvait donner cette rosace là-haut, la dernière chose à laquelle on ait pensé, c'est celle qui est la plus évidente, c'est une sorte de cadélioscope. Et comme j'ai travaillé déjà sur l'idée de cadélioscope, c'est amusant que ça revienne et que ça m'ait échappé dans le processus. Ça fait partie je dirais, des accidents. Ça, en l'occurrence, c'est pas du tout voulu. Moi, j'ai encore le temps de tout défaire, d'ailleurs. J'ai encore toute la nuit pour réfléchir si cette remarque, je l'accepte complètement ou si elle me pose un problème qui, demain matin, j'enlève tout. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais bon, on verra. Là, j'ai encore le temps de l'effacer. Je pense pas d'ailleurs, je pense que ça marche, mais il faut quand même que je sois absolument sûr, parce que plus on va avancer, et plus ce sera très difficile de venir enlever, non pas techniquement, mais le temps, et puis l'énergie, et puis ceux qui auront tout fait ça pour rien. Je veux dire, il faut un peu faire attention, même si je peux tout enlever moi-même, mais comme ils ne me laissent pas monter là-haut pour des raisons de sécurité, je pourrais même pas le faire sans rentrer en guerre avec toute l'administration. Le lendemain matin. Je suis très souvent en train de passer ou de balancer d'un pôle à l'autre. En face de ce problème, je me suis dit, bon, je reviens en arrière et peut-être qu'il faut simplement ne pas toucher à cette verrière. Elle est là, elle est comme elle est. Elle est d'ailleurs très très belle, mais enfin bon, elle est là comme toujours. Et puis je me rends compte que ça, c'est ma tendance un peu puriste. Et que, évidemment, elle est tout à fait valable. Et que ce que j'essayais de faire avec la couleur, qui m'intéresse sur plein d'autres points, c'est quelque chose qui vient presque à l'opposé de cette espèce de position puriste ou un petit peu puritaine, on touche à rien, on laisse les choses très sobres, etc. Donc maintenant, quitte à me tromper, parce que je ne changerai plus, j'ai décidé de ne pas être puriste.
Donc là, ça y est, c'est tranché, ça reste. C'est tranché sauf découverte, une fois que tout est fini, que tout ce que je viens de dire est complètement contrecarré par le résultat. Et là, je pense que j'irai tout enlever, mais je pense là que je suis parti pour le garder. Je ne pourrais rien faire si je n'avais pas le plaisir de le faire. Et je pense qu'ici, je peux même dire tout à fait fortement que je prends mon pied toutes les minutes qui passent. Je veux dire, et j'essaye de me rendre compte à quel point c'est quelque chose de formidable de pouvoir faire ce que je suis en train de faire ici dans ce musée. Donc j'ai un grand plaisir qui est à plusieurs niveaux. Le plaisir d'avoir tout ce lieu pour moi, le plaisir de pouvoir avoir obtenu, c'était pas forcément facile, mais des choses comme toutes ces rampes vides par exemple, et de voir un petit peu aussi ce que ça veut dire, et le plaisir de voir se construire quelque chose qu'on a mis, en l'occurrence, beaucoup d'années à imaginer ou à essayer de voir ce que ça pouvait donner, mais ne jamais être vraiment sûr. Et puis là, petit à petit, il est d'ailleurs... Même le plaisir, c'est de savoir aussi qu'il est trop tard pour reculer. Des centaines de milliers de visiteurs sont venus partager le plaisir de Buren entre mars et juin 2005. L'échafaudage métallique était en location. Aujourd'hui, il vit sa vie quelque part sur un chantier de New York. Les miroirs ont fini à la décharge. Mais qui sait si un ou deux rescapés n'ont pas échoué dans quelques salles de bain. Les rayures aussi sont parties au rebut, toutes sauf une. Le visiteur qui l'a dérobé n'a pas tout à fait compris la magie de Buren. La plus belle des rayures arrachée de sa juste place redevient aussitôt simple bout de plastique.